Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Grand Carrefour. Ils sont deux hommes d'église ou alors deux hommes de Dieu aux yeux de qui la vie de la cité et la vie spirituelle ont un lien très intrinsèque, d'où leur intérêt pour la question politique telle que vécue dans la cité. Nous recevons pour vous dans ce nouveau numéro de votre émission cet après-midi le révérend Père Charnel, voilà, Père Pierre Charnel Afonio, coordonnateur du mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo. Père, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. C'est cela. Nous avons également le pasteur Johannes Bavon du phare Front des architectes pour la République. Pasteur, bonsoir et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonsoir, c'est un plaisir. Alors je dis tantôt, la vie politique n'intéresse pas que les politiques, mais c'est aussi une préoccupation des hommes de Dieu ou alors de ceux qui jouent sur la dimension spirituelle de l'individu. D'où il est donc question cet après-midi de plancher un peu sur l'évolution des dernières actualités sociopolitiques du Togo et encore sur la dernière sortie de mouvement Espérance pour le Togo qui semble être déçu par la communauté ou alors la CEDEAO sur les principes de sortie de crise du Togo. Nous en parlons dans cette émission. Père Charnel, vous avez entre-temps loué, félicité et espéré en une sortie de crise par le biais de la CEDEAO. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Merci beaucoup pour la question. Et effectivement, notre mouvement, les Forces Vives Espérance pour le Togo, est né et est allé à la place publique le 4 septembre 2018. Et le contexte qui a permis notre émergence, puisque nous sommes un regroupement d'associations, organisations de la société civile, avec des adhérents qui sont plutôt, qui relèvent d'adhésions individuelles ou personnelles. Mais notre mouvement a saisi la feuille de route comme un kairos, c'est-à-dire un temps favorable pour une sortie pacifique de cette crise désignée socio-politique qui a trop duré dans notre pays. Et nous étions de ceux qui se disaient que quand vous êtes en difficulté et qu'une tierce personne vous indique le chemin, il est important d'écouter ce que la personne a donné comme indication, de suivre et d'arriver à bon port. Et donc, nous avons eu à féliciter la CEDEAO qui a proposé une feuille de route. Mais nous avions eu à dire que ce qui nous intéressait dans la feuille de route, et nous avons eu à écrire aussi cela, c'est les éléments positifs de la feuille de route. Parce que la feuille de route, si nous reprenons les éléments qui sont là, nous ne pouvons pas dire que voilà, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître qu'il y a des éléments positifs. Et ce sont ces éléments positifs que nous avons voulu à tout prix sauvegarder. Et à l'époque, nous avons dit, même si c'est 10%, on ne doit pas jeter ça. Il faut sauvegarder parce que la démocratie, c'est aussi une marche par étapes. On ne peut pas avoir tout et tout de suite maintenant. Et dans cette dynamique, notre mouvement avait deux grandes missions, ce que nous appelons la veille citoyenne, qui consiste à pouvoir prendre notre responsabilité en tant que citoyen pour rester vigilant afin que le cycle infernal qui devient régulier dans notre pays, qui consiste à aller aux élections, et les élections sont suivies de contestations avec des morts, des blessés graves, des emprisonnements, l'économie du pays qui est bloquée. Et ensuite, on ouvre des négociations. Le document, les accords ou ce qui en sort, on met ça à côté et la crise perdure. Nous avons dit ce cycle infernal, nous n'en voulons plus sur la terre de nos aïeux. Et pour ça, par rapport à la feuille de route,
nous nous sommes donné une mission de veille citoyenne. Veiller à ce que ce qui est dans la feuille de route soit appliqué. Ce qui est dedans de positif. Et ensuite, notre seconde mission, c'est une mission d'éveil citoyen. Et justement, nos conférences de presse, notre forum national citoyen et d'autres interventions et prises de position ainsi que des communiqués ont visé cet aspect de l'éveil de la conscience du peuple. Est-ce que nous sommes satisfaits? Non, nous l'avons exprimé la dernière fois, parce que notre insatisfaction ne veut pas dire que nous désavouons la CEDEAO sur l'ensemble de ce qu'elle a eu à faire. Ce n'est pas du tout cela. Nous sommes membres de cette communauté. Et la CEDEAO des peuples nous concerne. Donc ce n'est pas cela que nous voulons dire, mais nous avons montré que la CEDEAO est en train de nous envoyer tout droit dans le mur en nous demandant d'aller aux élections le 20 décembre ou avant le 20 décembre et en disant d'aller se faire inscrire sur la liste électorale en 3 jours, tout en sachant que les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse aller aux élections. Puisque nous l'avons dit clairement et nous l'avons aussi dit au comité de suivi, aux représentants résidents de la CEDEAO au Togo et aux ambassadeurs que nous avons eu l'occasion de rencontrer, que ce qui doit sortir ce pays de la crise, c'est que les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales précèdent nécessairement les élections. Parce que les élections, on en a fait au Togo, hein, mais on a vu que le pays est toujours en crise. Donc ce n'est pas ça la priorité des priorités. La priorité des priorités n'est pas aujourd'hui les élections. Et donc, vous voyez que la CEDEAO vous a laissé, ou alors a laissé les Togolais sur leur choix quant à ce qui concerne les mesures pour la sortie de crise proposées. Dans tous les cas, nous aurons le temps de revenir là-dessus. Pasteur, est-ce que vous avez déjà votre carte d'électeur? Non, je n'ai pas fait la carte d'électeur parce que les conditions dans lesquelles le recensement a été organisé et puis l'appel au recensement n'a pas répondu à nos attentes au niveau du phare. Donc, jusqu'au second recensement? Ah ouais, bien sûr, parce que nous nous attendions plutôt effectivement à ce second recensement, la prorogation. Dans ce cadre-là, on se demandait si la CEDEAO n'allait pas demander à ce qu'une rectification profonde du premier recensement soit mise en place pour qu'on puisse avoir confiance et agir. Qu'est-ce que vous mettez dans la rectification profonde de ce premier recensement? Oui, monsieur Dieudonné, vous vous rappelez que dans la feuille de route de la CEDEAO, il était dit qu'il était question de la correction des fichiers électoraux. Donc, passant d'abord par le découpage, le redécoupage électoral. Un redécoupage, c'est, je dirais, une subdivision du territoire qui permet l'élection selon chaque circonscription ou tel que cela est désigné. Mais on a constaté que le découpage électoral au Togo est plutôt à favoriser unir, dans la mesure où le parti au pouvoir, là où par exemple, nous voulons que tout le monde comprenne, donc là où par exemple 10 citoyens votent un seul député, ailleurs, vous verrez que c'est 100 citoyens qui votent 2 députés. Et là où 10 citoyens votent un seul député, c'est là où, par exemple, le pouvoir c'est son fief, là où il a plus de soutien. Donc, les conditions, là, ce découpage, et puis, lorsqu'on passe au fichier électoral, tout ce qui devrait être corrigé, que la CEDEAO avait demandé. Et la C14... Qu'est-ce que vous priorisez? Qu'est-ce que vous priorisez? Le découpage électoral ou le fichier électoral? Non, écoutez, le découpage et le fichier électoral, tout cela, c'est le travail des experts de la CEDEAO, que la CEDEAO avait promis qu'ils devraient travailler avec la nouvelle CENI qui était mise en place. Donc, actuellement, il y a un cafouillage dans la société togolaise parce qu'on ne sait plus réellement ce que la CEDEAO est en train de faire. On ne sait pas parce que lorsqu'ils sont partis à Conakry, on a appris que la CEDEAO a demandé à ce que l'UFC se retire
de la CENI pour que le membre de la C14 prenne place. Ce qui veut dire que la CEDEAO est toujours dans la logique de sa feuille de route qui constituait la recomposition d'une nouvelle CENI. Donc, au même moment, on laisse l'ancienne CENI qui était caduque en droit à continuer son travail, continuer ses organisations unilatérales. Et donc, il y a cafouillage là-bas. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est ce que le phare a cherché à expliquer aux Togolais depuis quelques temps, je dirais à partir d'hier ou ce matin, même on était sur certaines zones pour expliquer aux gens les possibilités hypothétiques. C'est-à-dire les hypothèses qu'on peut tirer de la situation actuelle pour savoir quoi faire. Parce qu'on ne peut pas que rester permanemment dans les plaintes. Il faut savoir quoi faire, comment nous devons avancer, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la pensée de la CEDEAO. Est-ce que vous, au phare, vous comprenez que la CEDEAO se trouve dans sa logique, dans sa démarche diplomatique qu'il faut? Oui. La CEDEAO est dans la démarche diplomatique parce que nous posons deux hypothèses. La première hypothèse, dans notre contexte actuel, où on a avancé avec cette organisation électorale qui est bidon, permettez-moi le terme, donc, mais on se demande, est-ce qu'il y a complot? Ça, c'est la première hypothèse. Donc, c'est la supposition qu'il y a complot contre le peuple togolais et que la CEDEAO a plutôt voulu, avec la complicité de la communauté internationale, faire un complot contre les Togolais et empêcher le processus démocratique au Togo. Ça a été la première hypothèse. Et je pense que c'est ça qui est en train de déranger beaucoup de personnes. La preuve, nous avons participé aux manifestations. Nous sommes d'accord que les Togolais envoient un signal très fort à la communauté internationale et à la CEDEAO, sachant très bien que, quel que soit ce qui se passera, si les réformes ne sont pas faites telles qu'aspirées par le peuple, si les élections ne sont pas organisées d'une manière crédible et efficace, donc que la communauté internationale sache qu'elle est en train de mettre le Togo sur une braise et quand ça prendra feu, l'étincelle ne viendra pas chez eux. Le feu ira chez eux aussi. Donc c'est en cela, dans ce ordre d'idée, mais cette première hypothèse, lorsque nous l'analysons et on avance, on voit qu'il y a quelques bémols, il y a des limitations en la matière. Par exemple, dans cette hypothèse de complot, quelle sera la conséquence? Il y aura le feu et le sang au Togo, et la guerre civile possible, ou terrorisme possible, parce que quand le peuple a le dos au mur, chacun pourra faire ce qu'il pourra faire. Le phare n'est pas un prophète de malheur. Hein? Non, moi je ne prophétise pas. Moi je ne suis pas en politique pour faire la prophétie. Je ne mélange pas les deux travaux en tout cas. Donc, non, ici, pas prophétie pastorale, pas prophétie, mais essayez de dire... Voilà, c'est des prévisions. Voilà. Ce que je dis, c'est que dans toute analyse scientifique, on voit que dans cette démarche de complot, s'il y a complot, donc les conséquences sont des conséquences inévitables. Vous savez déjà, les gens sont prêts à tout maintenant pour s'assurer que la liberté des Togolais soit garantie. Vous comprenez la situation. Donc là, personne ne gagnera dedans. Et le Togo deviendra une poche de tension dans la sous-région et avec ces conséquences que personne ne pourra souhaiter. Donc, cette hypothèse-là, on peut y apporter une limitation. Donc, la deuxième hypothèse est l'hypothèse de la stratégie politique. Et qu'est-ce qui nous fait passer comme ça au phare? Dans les conditions actuelles, si la CEDEAO suivait la correction des fichiers électoraux, qu'est-ce qui se passerait? On aurait au moins 6 mois, 5 à 6 mois pour arriver à tout réorganiser. Et lorsque cela est fait, vous allez constater que même sans campagne, l'opposition aura une majorité écrasante au Parlement. Dans cette condition, supposons que l'élection pour laquelle ils sont en train de courir maintenant, ils sont dans le fétichisme de la date, ce que la CEDEAO même avait évité. Donc, ils sont dans cela et que les élections sont transparentes. C'est sûr que l'opposition aura une majorité écrasante au Parlement. Alors, quelle sera la conséquence? La conséquence est que, sur le plan constitutionnel, on parlera d'une situation de cohabitation. Dans cette situation de cohabitation, le texte constitutionnel dit que le président de la République nomme le Premier ministre. Mais, dans cette condition-là,
le Premier ministre, sa nomination viendrait de la coalition ou de l'opposition qui est la majorité. Là, le pays sera non gouvernable parce que ça s'est déjà produit dans plusieurs pays. Donc vous allez voir même actuellement aux États-Unis, le président Trump a un problème parce qu'il n'a plus la majorité au Congrès. Donc c'est toujours comme ça. Le président va élaborer des politiques pour le pays. Le Premier ministre va résister à son exécution. Donc ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, au Parlement, vous allez voir que des décisions, des dispositions seront prises, votées à la hâte contre certaines personnes, des choses possibles, hein, c'est des possibilités. Donc et là, nous verrons que des personnes seront peut-être envoyées à la CPI avant le moment, d'autres seront poursuivies avant le moment, pas des décisions des parlementaires, parce que nous avons la majorité là-bas. Et là, la tension qu'on veut éviter dans le pays, cette tension allait devancer même avant que les présidentielles pourraient venir. Donc c'est pourquoi on pourrait aussi analyser la situation sur cet angle en disant que peut-être la CEDEAO est en, j'ai bien dit peut-être, hein, que la CEDEAO est en train d'adopter une stratégie permettant à ce que le pays soit calme, gouvernable d'ici jusqu'en 2020, avant de mettre en application réellement les choses. C'est pourquoi nous pouvons aussi étayer cette hypothèse en relevant ces indices. Le moment où le projet de loi de réforme portant en réforme constitutionnelle que le gouvernement avait avancé, rapidement le gouvernement a divulgué cela et tout le monde était au courant de cela. On a commencé par lire, mais le gouvernement, la CEDEAO a laissé le gouvernement avancer. Mais après, la CEDEAO revient avec son communiqué, avec le rapport de son expert. Le 18 novembre. Voilà, vous voyez. Pourquoi est-ce que la CEDEAO ferait ça? La CEDEAO fait ça, donc on doit chercher à savoir pourquoi. Et la raison, c'est que sûrement la CEDEAO est en train de nous enseigner, de nous avancer des indices que nous sommes pour la feuille de route que nous-mêmes nous avons élaborée. Et certains lisent à travers ce communiqué une manière pour la CEDEAO de couper l'herbe sur le pied du pouvoir. Il ne faut pas très vite, en politique les gens cherchent trop vite les victoires. Il ne faut pas très vite interpréter les choses comme ça. Il faut voir l'indice que donc la CEDEAO n'est pas forcément le comploteur ou le complice que nous sommes en train de soupçonner. Mais on veut voir jusqu'au bout où est-ce que ces gens nous mènent. Donc il va falloir que premièrement, que les Togolais réagissent toujours. Il faut qu'on lutte, on continue la lutte jusqu'à ce qu'on voit clair dans cette affaire. En quoi consistera cette lutte? Nous en parlerons tout à l'heure. D'accord. Alors, Père, vous le disiez tantôt, hein, la date du 20, c'est une date qui cristallise les tensions. Et vous pensez au mouvement Espérance pour le Togo, que si cette date est maintenue, on risque encore un chaos. Qu'est-ce qui vous permet de... Nous avons été très clairs avec les différents acteurs à travers nos messages et nous avons été aussi très clairs avec le comité de suivi. La priorité des priorités au Togo, ce n'est pas une date pour des élections. Pour nous, c'est une question de principe. Nous, notre mouvement, c'est un mouvement citoyen. Contrairement au mouvement du pasteur, qui est un mouvement politique. Donc, nous disons que ce que les Togolais et Togolaises désirent en ce moment, ce n'est pas d'avoir des élections le 20 décembre. Il faut que ça soit clair. Ça soit clair à tous ceux qui pensent que la date du 20 décembre est un absolu. Je crois que ceux qui ont dit que la date du 20 décembre est à titre indicatif et qui ont exhorté à ne pas s'enfermer, comme le disait tout à l'heure le pasteur, dans ce fétichisme de la date, mais ce ne sont pas des citoyens togolais. Ce sont des partis prenant de la résolution de la crise. Je crois que dans notre pays, nous devons être très responsables, éviter des formes de radicalisation, parce que le sort du peuple, c'est cela qui doit être au centre, et non les questions d'intérêt de C14, d'intérêt d'unis, d'intérêt des centristes. Parce que dans notre pays, les acteurs ou les hommes et femmes politiques fonctionnent comme si
c'est le peuple qui est à leur service. Mais à Espérance pour le Togo, nous disons non. C'est eux qui sont à notre service, puisque nous leur avons donné mandat. Et à tout moment, on peut leur retirer encore. Si on estime que la façon dont ils nous gouvernent ne nous donne pas la possibilité d'aller vers un développement durable. Et donc, nous le réaffirmons, nous l'avons dit à notre conférence de presse, et nous l'avons dit quand nous avons eu à l'Agora notre forum citoyen national, non, le cycle infernal n'aura plus lieu cette fois-ci. Cette façon d'amener ce pays vers le gouffre, mais nous en avons marre comme peuple. Nous n'avons aucune ambition à être députés. Mais nous disons qu'il est hors de question que dans notre pays, les citoyens se taisent à nouveau et que les hommes politiques puissent se dire on va aller aux élections et après ça va être des violences, des Togolais, enfants comme adultes, vont encore verser leur sang. Des gens vont sortir de ça avec des troubles au niveau psychologique, avec l'angoisse existentielle, avec des blessures physiques que nos hôpitaux ne peuvent même pas prendre en charge parce qu'il faut aller voir le plateau technique de nos hôpitaux. Et donc pour tout ça, la priorité ne peut pas être une date. Alors, personnel, aujourd'hui, la date qui fait courir, c'est le 20 décembre. Fait courir et fait crier à la fois. Et donc, est-ce que la CEDEAO a mal fait d'avoir donné une date, entre guillemets? La CEDEAO, dans l'esprit de la feuille de route, nous ne pouvons pas dire qu'elle a mal fait. Si cette date est indicative, parce que ce serait une façon d'exhorter le politique togolais de se mettre en route. Si c'est indicatif, la date revient pratiquement dans tous les communiqués de la CEDEAO. Oui. En cela, vous avez parlé de la trahison de la communauté. Justement, du peuple togolais. moi je suis au départ où nous avons compris cette date comme date indicative. Et comme je le dis, un président de la République, l'un des médiateurs l'a dit. C'est pas n'importe qui. Bon, maintenant que les communiqués de la CEDEAO reviennent sans cesse sur cette date, je pense qu'il y a un argument, une forme d'argumentation et qui passe dans les médias, c'est de dire que si il faut prendre tout ce qu'il y a dans la feuille de route, pourquoi ne pas prendre la date du 20? Nous, quand nous avons pris position, nous avons parlé des éléments positifs de la feuille de route. Et nous n'avons jamais visé la date du 20 septembre comme un élément positif. Voilà pourquoi nous avons dit que le principe, c'est ceci. Les réformes avant tout processus électoral. Et donc, que ceux à qui il appartient de décider dans notre pays comprennent que le vrai pouvoir est au peuple. C'est écrit noir sur blanc dans nos constitutions. Au Togo, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. C'est nous qui avons le pouvoir. Il faut que nous soyons écoutés et respectés. Nous ne parlons pas à l'air, nous parlons au nom des citoyens togolais, qu'on nous considère aussi. Et donc, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'en allant aux élections, le 20 décembre, après nous aurons la paix sociale, dans la mesure où déjà le processus électoral qui a commencé n'est pas inclusif comme c'est écrit dans la feuille de route. Il y a là déjà les germes de contestation et de violence. À l'heure où nous parlons, la CENI n'a pas d'existence dans notre pays. Parce que de discussion en discussion, on est arrivé à avoir la CENI paritaire, mais cette CENI n'existe nulle part. C'est la CENI qui est censée arrêter son travail qui continue tout seul. Et avec tout ça, on nous dit qu'il n'y a aucun problème. La C14 avait décliné quand même l'offre la dernière fois, lorsque ses partisans ou alors ses représentants devraient prêter serment devant la Cour. Ce que moi j'ai suivi, c'est qu'on leur a demandé de prêter serment et il n'y avait pas les garanties, comme disait tout à l'heure le pasteur, de revoir le fichier électoral et de poser la barre à terre pour permettre à la CENI, dans sa nouvelle version, de prendre tout le processus et de conduire
ce processus jusqu'à son terme, qui va être la proclamation des résultats. Et donc, moi je pense qu'il ne faudrait pas continuer à vouloir créer des crises. Ça coûte quoi si nous aimons ce pays? Ça coûte quoi si nous voulons le bien de ce peuple? D'arrêter ce processus et de dire, ok, maintenant qu'il y a la parité, vous prêtez serment. Le fichier électoral, c'est vrai, nous avons commencé des choses. Prêter serment devant quelle cour? C'est ça aussi une question. C'est ça aussi une question. Mais si au moins on donnait la garantie que la CENI actuelle allait quand même travailler de façon autonome, comme son nom le dit, de façon indépendante, et que le processus qui a commencé de façon unilatérale va être ressaisi par la CENI dans sa nouvelle version, peut-être que chaque parti mettra un peu d'eau dans son vin, puisque tout le monde sait que la recomposition de la Cour constitutionnelle n'est pas encore une réalité. C'est là où vous voyez que ce que nous disons, c'est ça qui fait sens. Qu'on puisse prendre comme priorité des priorités la question des réformes. Et la lettre des évêques, donc la conférence des évêques, sortie hier, revient sur ça. Si vous permettez, je vais encore lire, parce que ce n'est pas nouveau. Et la conférence a toujours demandé ça. Une petite portion à cause du temps. Non, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Les évêques disent en définitive ce dont le Togo a fondamentalement besoin, c'est un changement profond dans la manière de gouverner et de faire la politique. Et ils disent, pour en finir avec les violences post-électorales qui ensanglantent la terre de nos aïeux avec leur cortège de morts, d'orphelins, de blessés, de réfugiés, il faut absolument opérer les réformes. Absolument. Donc, je ne sais pas pourquoi le pouvoir tient à tout prix à ce que ce peuple puisse être sacrifié. Quel intérêt on a à voir encore des blessés au Togo, des morts au Togo? Quel intérêt on a à voir encore l'économie de notre pays se bloquer? Ce refus d'aller aux réformes, vous le voyez seulement au niveau du pouvoir? À notre avis, nous n'avons jamais eu de façon publique, à moins que cela soit caché dans leur cœur, que les autres formations politiques s'opposent à la réforme. Je peux me tromper, mais à ce jour, ceux qui s'opposent à ce que les réformes puissent se faire avant les élections, je peux me tromper, mais essentiellement, c'est le pouvoir. Parce qu'il suffirait que le pouvoir dise, ok, nous déposons la balle à terre, faisons les réformes constitutionnelles et on va procéder à la mise en place de la Cour constitutionnelle nouvelle version, et puis la CENI paritaire pourra prêter serment, va conduire tout ce qui est processus électoral, et on sait qu'à la fin, ceux qui vont valider les résultats, puisque c'est la Cour constitutionnelle qui va valider, c'est une Cour constitutionnelle qui respecte, qui est composée de personnalités capables de respecter la vérité des urnes, et alors nous irons pacifiquement vers la capacité de bâtir un Togo nouveau. Mais tel que ça se fait, moi, je me demande, et le mouvement Espérance pour le Togo se pose la question, est-ce qu'il y a des gens dans ce pays qui veulent encore que le sang des Togolais coule? Si c'est le cas, nous, à Espérance pour le Togo, nous disons non. Est-ce qu'il y a des gens dans ce pays qui veulent encore qu'il y ait des blessés, des innocentes personnes qui vont se retrouver encore en prison? Si c'est le cas, nous disons non. Est-ce qu'il y a dans ce pays des gens qui veulent aggraver la situation économique de notre pays, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes un pays surendetté. Et dans la zone de l'UMOA, où il ne faut pas dépasser 70% d'endettement par rapport à son PIB, nous sommes à plus de 80%. Il faut voir le taux de chômage dans le monde des jeunes et tout. Mais on ne peut pas continuer à jouer comme ça avec la vie de la population. Monsieur le journaliste, il y a des Togolais qui meurent de faim. Il y a des enfants togolais qui ne vont pas à l'école. Là où nous sommes en pleine émission, j'aime donner cet exemple. Si l'un de nous faisait un AVC maintenant, il n'y a aucune structure dans la capitale de notre pays qui soit publique, qui puisse nous prendre en charge. Les gens accouchent encore pratiquement au sol.
au CHU tout coin de Lomé. Mais comment on peut laisser tous ces problèmes-là? Les gens n'ont même pas d'eau potable. Il faut aller voir ce qui se passe dans les villages. Et il y a tout ça. Et puis on se cramponne sur une question de 20 décembre. On couvert là comme si ce qui est important, c'est le jeu politique et non la vie des citoyens, des Togolais et des Togolaises. Voilà pourquoi nous disons qu'il est temps que le citoyen togolais puisse savoir dire oui ou dire non. Nous ne donnons pas de consigne de vote, nous ne disons rien, mais tout Togolais qui a sa conscience en place, qui a sa capacité d'analyse en place et qui est citoyen à part entière, l'heure est venue pour qu'il prenne ses responsabilités en disant oui ou non à ce qui peut faire du bien à ce peuple. Nous vous comprenons, alors Père Chanel, et pour selon vous, la solution à la crise togolaise ne se trouve pas aujourd'hui dans les calculs politiques comme cela est toujours d'habitude à faire. Alors, pasteur, vous le disiez tantôt, hein, il faut que les Togolais continuent la lutte. Vous parlez des Togolais et non les politiques. Hein. Oui, en tout cas, c'est tout le monde, c'est tout l'ensemble. Je parlais des politiques et des citoyens, lambda, et tous ceux qui sont citoyens, qui ont le droit de nationalité au Togo. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas des Togolais sont en train de nous soutenir dans cette lutte. Beaucoup de nationalités étrangères nous soutiennent. Vous allez voir, le Ghana, la dernière fois, lorsque la crise a démarré au Togo, le Ghana, même en Europe, a vu beaucoup d'Européens qui ont porté des t-shirts pour soutenir le Togo en disant « For must go ». Donc, vous voyez, la lutte, c'est une question de mentalité. La lutte, une bonne lutte se fait toujours dans la tête. La lutte, c'est le fait de dire à partir de maintenant, nous n'allons plus vivre sous l'oppression. À partir de maintenant, nous n'allons plus chercher à nous détruire les uns les autres. La lutte, c'est le fait de dire, effectivement, nous avons remis la chose dans les mains de la CEDEAO. Nous veillons sur la CEDEAO, nous observons, et lorsqu'il y aura des failles et il y aura manque de justice dans la mise en application des procédures appropriées, nous serons prêts à envoyer des signaux à la CEDEAO que ça ne passera pas comme ça. Nous ne sommes pas, au phare, nous ne sommes pas dans la logique de la violence. Et pas parce que moi je suis pasteur, moi je ne suis pas le fondateur du phare. Bon, nous ne sommes pas dans la logique de la violence parce que le monde est civilisé aujourd'hui. Et au lieu de résoudre les problèmes par la violence, on cherche à résoudre les problèmes par la compréhension, la coopération et la négociation et tout. C'est ce qui se fait de par tout le monde entier aujourd'hui. Donc il va falloir que nous nous réveillons. Il y a un point dans cette lutte qui est important pour moi. On a parlé du rapport d'un expert, Alioune Fall, qui est le professeur des universités. C'est une grande honte pour le Togo. C'est une grande honte pour nous parce que, d'abord, personne n'a su que ce rapport pourrait fuiter et devenu vulgarisé aujourd'hui. Ça a été dissimulé. Le gouvernement a avancé son projet de loi pour les réformes. Et on ne sait pas, la CEDEAO est en train de nous envoyer un message. Et le rapport est parvenu. Nous avons été un peu meurtris et blessés parce qu'on s'est dit, est-ce que nous-mêmes ne savons pas faire ce qui est bon pour nous? Est-ce qu'il va falloir que quelqu'un d'autre vienne nous dire, en aucun cas, nul ne pourra faire plus de 2 mandats? Parce qu'une constitution, après tout, relève de la souveraineté de ce peuple-là. C'est une histoire qu'on ne peut pas permettre à quelqu'un de lui enlever. Aujourd'hui, le rapport est sorti. C'est un rapport bien qui limite la situation, très bien. Mais il y a une part de ce rapport qu'on ne voit pas, c'est que ce rapport sera mis en application. Et quand elle sera mise en application, on ne dira jamais dans l'histoire du Togo que c'est les politiques ou les citoyens togolais eux-mêmes qui ont élaboré, mis en place une constitution démocratique pour eux-mêmes, qu'il a fallu une autre personne. Vous voyez, c'est une conséquence qui ne nous honore pas.
C'est la raison pour laquelle, si nous nous aimons, nous devons être capables de dire aux autres, ce que vous voulez faire, arrêtons. Nous avons beaucoup de respect pour le gouvernement. Nous avons beaucoup de respect pour la C14. Nous avons beaucoup de respect pour tous ceux qui sont d'une certaine mouvance ou autre. Mais la vérité, c'est que nous pensons que le Togolais doit se décider maintenant. Parce qu'on est en train de jouer avec le peuple, parce que le peuple l'a permis. Le peuple a permis qu'on joue avec lui. Parce que tantôt, le peuple va, suit telle personne, ne réfléchit pas pour savoir, est-ce que cette personne-là est digne, est crédible. On écoute. Après, au milieu, avant même que la personne ne termine le programme pour lequel nous l'avons suivi, on se détourne de lui, on suit encore une autre personne. Avant de le savoir, le peuple même s'en va et se trahit. On a dit recensement, la C14 a dit, écoutez, le recensement n'est pas propre. Attendez, lorsque ce sera propre, nous dirons, mais il y a eu quand même des gens qui ont été au recensement. Et on a utilisé ces images contre la C14 pour dire, ben voilà, vous êtes en train de crier, mais il y a des gens qui vous désavouent. Donc vous voyez, il va falloir que le peuple même lutte, c'est-à-dire mentalement, se détermine, se décide que nous voulons une démocratie. Ce n'est ni le sang des gouvernants, ni la mort des dirigeants de ce pays que nous cherchons. Tout ce que nous cherchons, c'est que comment allons-nous organiser notre pays afin que si demain, même un chimpanzé venait à s'asseoir au trône gouvernemental, que le pays puisse être gouverné sans difficulté, afin que nous puissions vivre ensemble comme les fils d'une même famille et faire évoluer, développer notre pays. C'est ce qui manque aujourd'hui. C'est justement cette stratégie de lutte dont il est question maintenant. Parce que pour la plupart, quand on parle de lutte, c'est sorti dans la rue, c'est cassé, alors c'est se rebeller. Alors, quelle est cette stratégie de lutte dont vous parlez au phare? Cette stratégie de lutte, en général, en principe, se subdivise en deux. Il y a la stratégie révolutionnaire et il y a la stratégie politique. La révolution, elle est politique, mais il y a la stratégie révolutionnaire. Ce que nous avons connu au Togo jusque maintenant, nous n'avons connu que des stratégies politiques, des manifestations, des marches qui finalement sont prises en compte par des politiques. Ils prennent le devant et finalement ils vont négocier en leur faveur et à leur intérêt. Et finalement la chose s'estompe et on n'en parle plus. Mais je reviendrai à cette stratégie. Mais la stratégie révolutionnaire est celle que nous ne souhaitons pas pour le Togo. Mais on a l'impression que c'est vers là que les politiques sont en train de pousser le peuple. Parce qu'on les manipule, à un moment donné, certains d'entre eux qui auront l'esprit pas très facile à contrôler, alors vont rentrer dans des choses que je ne veux pas évoquer, quoi. Donc, et dans cette stratégie révolutionnaire, ce n'est pas du tout souhaitable. Donc, ce que nous devons faire, l'autre stratégie qui est politique, ce que nous devons faire, c'est que le peuple doit prendre devant sa lutte quand le peuple sort. Le peuple n'a pas besoin d'attendre les mots d'ordre de la part des politiques. Le peuple n'a pas besoin de... par exemple, depuis que nous avons cette crise, est-ce que vous savez que le peuple ne s'est jamais rassemblé pour aller devant la présidence? On dit, aujourd'hui, nous voulons parler à notre président. Je ne dis pas aller manifester la présidence, hein, mais ça dit se rassembler, aller à la présidence et dire, ok, nous voulons parler à notre président. Il faut aussi comprendre que le peuple, en fait, c'est une question d'éducation. Le peuple togolais a manqué pendant longtemps cette éducation qui est de prendre quand même le... Oui, vous avez pertinemment raison, parce que la dictature et le système politique sous lequel nous avons été n'a pas permis une certaine liberté de mentalité ou liberté de pensée aux Togolais. Mais je suis en train d'exprimer ici les stratégies diverses qui peuvent nous éviter des violences. Il y a beaucoup de dirigeants de ce pays. On a les chefs traditionnels, on a les enseignants, on a les prêtres, on a les pasteurs. Tous ces gens-là peuvent se rassembler. Ce n'est pas forcément que ce soit un mouvement ou une association. Vous avez entendu parler du mouvement des Gilets jaunes, en France la dernière fois. Ce n'est pas une association. C'est juste une seule personne qui s'est levée. Elle a dit non, il n'est pas d'accord sur Facebook. Et tout le monde a pris. Donc c'est ça. Il va falloir qu'on s'inspire des autres et qu'on se fasse écouter forcément par les dirigeants de ce pays.
là où nous sommes aujourd'hui, on parle de l'affaire des réformes. Ça, c'est un point très épineux. Ces réformes seront faites quand? Et qui va accepter les faire? Parce que le rapport de cet expert est un rapport pertinent. C'est bien, je ne sais pas si la CDRO a fait des retouches, mais quand nous avons reçu ça, enfin, nous avons lu, on a analysé, on a dit, mais justement, c'est ce que ce peuple veut. Sauf que la partie du rapport qui tient en compte le mandat en cours est en train peut-être être interprété que le président Faure pourrait encore se représenter en 2020. Que ça lui donne l'opportunité de se présenter en 2020 comme son deuxième mandat et son dernier mandat. Bon, d'aucuns ne sont pas d'accord avec ça, c'est plusieurs. Mais la vérité, c'est que ces réformes-là, elles seront faites quand? Par qui? Parce que lorsque l'UNI est en train de courir aujourd'hui, c'est pour avoir une majorité écrasante. C'est une certaine manière d'écarter les autres parce qu'on sait que si la C14 se présente aujourd'hui pour aller à ces législatives, le peuple va les vilipender de traîtres. Donc, voilà, on va les vomir. Donc, eux aussi, peut-être ils en ont envie, mais ils ne peuvent pas. Donc, c'est une certaine manière, et la CDAO, en tout cas, va trancher cette situation. Parce qu'on ne laissera pas unir et quelques personnes qui sont de ces ailes marchandes qui vont aller à cette élection. Non, parce que nous sommes en dialogue et dans le dialogue, il est reconnu à la C14 le statut de partie prenante et concernée. Donc, ce statut de partie prenante lui confère l'autorité en matière de réformes institutionnelles, d'où il a fallu que la recomposition de la CENI soit une recomposition de CENI paritaire. Donc, et dans l'autre aspect où on veut parler des élections et tout, donc il faut comprendre que rien ne sera fait sans la C14. Et ça, la CDAO le sait. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut arranger cette situation. La date du 20 ne sera pas une date fétiche. D'une manière ou d'une autre, ils devront repousser cela. C'est cela. Merci, pasteur. Alors, Père Pierre Charnel, eh bien, vous le disiez, hein, et dans votre sortie médiatique et aussi également la conférence des évêques l'a annoncé, il faut que le peuple prenne son destin en main. Tout à fait. Alors, en quoi est-ce que vous appelez? Parce que lorsqu'aujourd'hui la société civile ou alors un mouvement de la société civile appelle à des manifestations ou alors à des sorties, on voit la mobilisation. Et il faut attendre que les politiques prennent le devant, comme le disait tantôt le pasteur, avant qu'on sache qu'on est en train de manifester un certain nombre de colères. Alors, quel appel vous lancez au peuple pour une prise de destin? D'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Comme société civile, nous n'avons nullement besoin d'attendre des partis politiques pour dire non ou pour dire oui. Nous sommes souverainement libres et nous devons le faire simplement dans la légalité. On n'a pas, les partis politiques n'ont pas le monopole de la vie de la nation d'une part et d'autre part le monopole des manifestations. Mais le constat est là aujourd'hui. Oui. Lorsque les sociétés civiles appellent ou alors demandent un certain nombre de manifestations, la mobilisation se montre faible, mais il faut attendre, ou alors le peuple attend à ce que les politiques prennent le devant, et cela, certains acteurs politiques aussi prennent la part belle des choses. Et est-ce qu'on peut faire confiance à la société civile à aller à cette lutte? Quelle forme de lutte? Bon, dans tous les cas, je voudrais préciser que les partis politiques n'ont pas le monopole. Si on prend tout pays, c'est la société civile, c'est-à-dire les citoyens et citoyennes qui sont plus nombreux. Et maintenant que chez nous, c'est quand les partis politiques prennent le devant, qu'il y a foule dans la rue, c'est un constat, je prends acte. Mais la lutte, le pasteur vient de dire quelque chose d'important. C'est un choix qui repose sur une nouvelle mentalité. Cette mentalité brise la peur et installe le citoyen dans la fierté d'être citoyen togolais et de savoir qu'il doit faire aussi sa part. Et nous allons régulièrement notre hymne qui justement dit par exemple Togolais, viens bâtissons la cité. On n'a pas dit Togolais homme politique ou tel, ou Togolais au pouvoir. Donc c'est notre mission de bâtir notre nation. Et du coup, il est vrai, tout à l'heure, il était question d'aller par exemple à la présidente, de vouloir rencontrer le président. Vous avez parlé de l'éducation du peuple.
Mais moi, j'ajoute l'armée. En fait, si les Togolais ont si peur, c'est parce que chez nous, pas à travers l'armée ou à travers les milices, on peut tuer quelqu'un pour un oui ou un non. Et les exemples sont légion. Les dernières manifestations, il y a eu des morts. Et donc, il y a cette peur. Et je pense que c'est pour cela que dans la feuille de route, la CEDEAO, après avoir demandé à la société civile de prendre l'option pour la non-violence, et nous sommes une organisation de la société civile qui ne veut pas faire de la violence, ça c'est clair pour nous. Mais la CEDEAO a ajouté ceci, que l'armée puisse exercer avec professionnalisme. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce n'est pas normal dans un pays que quand il y a une manifestation où les citoyens sont en train de vouloir dire oui ou non, que l'armée sorte ou que des milices sortent et portent atteinte à la vie des gens en créant des blessés. Ce n'est pas normal non plus que dans un pays, quand tu sors pour manifester, tu as la peur au ventre en te disant que peut-être tu ne vas pas regagner ton domicile, tu vas finir en prison. Les mesures d'apaisement dont la CEDEAO a parlé dans la feuille de route, aujourd'hui, il y a encore des Togolais qui sont en prison. Et quand nous avons fait notre forum national citoyen, et les organisations de défense des droits humains nous ont donné une liste de 40 à 42 personnes, plus ou moins, nous avons dû lire ça publiquement et dire que si ce que nous sommes en train de proclamer est archi faux, mais que ceux à qui il appartient de rétablir la vérité puissent prendre la parole pour dire non, il n'y a pas autant de gens, autant de Togolais arrêtés au cours des manifestations qui sont en prison. Mais on n'a pas eu de retour sur ça. Donc, comment les gens peuvent vraiment, en termes de stratégie, arriver jusqu'au bout quand d'un côté il y a l'armée, de l'autre côté il y a la milice, et au milieu de tout ça, il y a l'incapacité que notre justice puisse dire le droit et vraiment juger. Et donc, nous, notre stratégie, elle est citoyenne, elle consiste d'abord à être capable de dire oui ou de dire non sans peur. Là, vous parlez des élections aussi. Que ce soit les élections, que ce soit ce qu'on va nous dire, que ce soit un acte de la CEDEAO ou d'autres personnes, tout ce qui est proposé et qui n'est pas en faveur de notre peuple en vue de son développement durable et de son essor, de sa prospérité, il faudrait que chaque Togolais puisse dire: je n'ai pas à avoir peur en disant « ah, on va m'arrêter ». Je n'ai pas à dire « ah, ils n'ont qu'à faire, on va voir, nous ne sommes pas puissants, nous ne sommes rien ». Chaque citoyen et citoyenne, chacun compte et chacun doit faire sa part. Être capable, par exemple, de dire « oui, je vais aux élections parce que j'estime que ces élections-là vont apporter la paix, le bonheur, va permettre qu'on puisse respecter le bien commun et que nous tous, nous allons bénéficier des fruits et des biens de notre nation. Alors j'y vais. Non, je ne vais pas parce que cette élection, je suis sûr qu'à la fin, ça va générer des violences, ça va générer des situations qui vont bloquer l'économie du pays, ça va perturber l'année scolaire et tout ça. Donc je ne vais pas. Ça, on peut le prendre dans chaque domaine. Voilà pourquoi la dernière fois, quand la CEDEAO, par exemple, et continue d'ailleurs de nous parler de la date du 20 décembre et de nous inviter à aller nous inscrire sur les listes en 3 jours et que le groupe des 5 est allé dans le même sens, nous leur avons dit nous ne sommes pas d'accord. Avec tout le respect que nous devons à ces pays et avec, disons, toute la place que nous leur donnons dans le concert des nations, ils doivent comprendre que désormais les Togolais veulent dire oui ou non pour ce qui concerne leur présent et leur futur. Et vous avez appelé à l'arrêt de ce processus électoral le 15, oui. Mais le 16 également, le recensement bis a eu lieu jusqu'au 18. Oui, c'est ça. Nous n'avons pas une force pour aller arrêter le pouvoir. Nous sommes des citoyens. Nous ne pouvons que communiquer notre désir. Voilà pourquoi nous lançons encore l'appel à tous les Togolais et Togolaises, et je me réjouis de ceux qui sont déjà engagés,
Ceux qui ne le sont pas encore, c'est le moment de se lever et de se dire, je dois utiliser pleinement toute ma tête pour analyser les situations et prendre position souverainement pour dire oui ou non. Et je suis entièrement d'accord avec le pasteur quand il dit que c'est d'abord une question mentale. Il faut une libération mentale et je pense que ça, c'est déjà une réalité dans notre peuple. Nous avons eu la grâce de sillonner le pays à différentes occasions. Peu importe le point du pays où on se trouve, tout le monde sait qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, notre pays est en danger. Et qu'on en a marre de la misère, on en a marre de toutes ces situations qui nous maintiennent dans l'esclavage. Vous le sortez encore, le pays est en danger. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Et un pays qui cultive la misère, qui va nous dire que ce pays n'est pas en danger. Et je ne vous apprends rien. Vous savez, nous ne sommes pas loin du Nigeria. Si vous savez le nombre de jeunes Togolais qui vont au Nigeria et au Mali pour aller chercher un peu d'argent, vous aurez la chair de poule. Dieu seul sait comment ils font pour gagner cet argent. Et si on maintient la misère chez nous, on a beau recruter des militaires, on a beau acheter des armes, à un moment donné, notre pays sera déstabilisé parce que la misère est comme la terre fertile pour tout ce qui est désordre, tout ce qui est terrorisme, tout ce qui est violence. Et donc, il est urgent de recréer les conditions qui vont permettre à notre peuple de sortir de la misère. Ça, ce n'est pas à négocier. Ça s'impose. Merci, Père Charnel. Pasteur Bavon, le pays est en danger, oui ou non? Oui, bien sûr, parce qu'un État, tout comme tout organisme, naît, grandit et disparaît. Donc, se meurt, quoi. Donc, ce qui permet l'existence d'un État, c'est le développement. Dès que le développement s'arrête, l'État disparaît. Dans cette disparition, il faut comprendre peut-être l'envahissement des étrangers qui ont plus d'opportunités que les autochtones. Il faut comprendre les violences nées des misères et puis la grande immigration des autochtones vers ailleurs. Nous avons aujourd'hui, le Père le dit clairement, nous avons beaucoup de Togolais qui sont partis ailleurs. Regardez Lomé, à 21h, c'est la capitale de notre pays. À 21h, 21h30, vous avez l'impression que vous êtes à Lomé à 2h du matin. Parce que la circulation s'arrête, l'économie tourne seulement diurne. L'économie ne fonctionne plus réellement au Togo dans la nuit. Pourquoi? Parce qu'à cause de la situation dans laquelle nous sommes, et chacun ne se sent pas vraiment dans la confiance de sortir la nuit, vous voyez. Donc il faudrait que cela s'arrête, en effet. Pasteur, merci. Alors, je rappelle à nos chers téléspectateurs que nous sommes vraiment désolés de ne pouvoir pas lire tous vos retours, toutes vos questions, toutes vos préoccupations. Nous aurons le temps quand même de revenir là-dessus. Et ceux qui appellent, ces comptables ne sont pas pour appeler, c'est pour les messages, comme vous savez si bien le faire. Mais cette préoccupation, je vais la lire pour vous, mes chers invités. Alors, bonsoir, beaucoup de courage à l'Espérance pour le Togo et au phare. Nous sommes derrière vous. J'aurais aimé une union entre phare et Espérance pour le Togo pour plus d'actions, surtout appeler à des marches pacifiques et à des manifestations devant conduire au changement. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, nous remercions les spectateurs. Et déjà, le Père Afognon et moi-même, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois sur le plateau. Et on s'est donné des rendez-vous pour se rencontrer, ce qui aura bien sûr lieu pour qu'on puisse échanger. Et je pense que c'est une idée louable. Père? Oui, nous accueillons l'idée et nous disons que tout ce qui est énergie positive dans notre nation, nous devons les fédérer pour vraiment sortir la tête haute de cette situation d'humiliation infligée à notre peuple. Et donc, si le phare, c'est vrai, dans l'identité, dans son identité, est un mouvement politique. Nous sommes un mouvement citoyen, mais ça ne nous empêche pas de nous entendre pour travailler sur des axes qui constituent des points communs. Ce qui est urgent, c'est que toutes les énergies positives de ce pays doivent se fédérer pour sortir ce pays de l'humiliation extrême, pour sortir ce pays de cette forme d'esclavage entre guillemets où le peuple finalement va se laisser déstabiliser gravement par la paupérisation galopante et par une façon
de ne pas le considérer comme un acteur principal de son présent et de son futur. Il n'y a aucun peuple au monde qu'on peut diriger ou gouverner sans que le peuple ne soit associé à ce processus. C'est le peuple qui est souverain et donc nous allons y travailler et s'il plaît à Dieu, nous pourrons mener des actions ensemble. Père Chanel, revenons un peu à une portion de la déclaration de la conférence des évêques du Togo, eh bien, il paraît que les politiques ou alors la classe politique prend plutôt en otage le peuple et les solutions miroitées au peuple ne sont pas toujours ce à quoi on aboutit à travers des crises que le pays a vécues durant des siècles. Effectivement, les évêques ont écrit ça dans leur message, j'ai le message sous les yeux, et ils ont montré que dans notre pays, selon les circonstances, les politiques ou le politique créent toujours des blocages. Et nous, à Espérance pour le Togo, cette situation est liée au fait que le Togolais, comme citoyen, pendant longtemps et de façon en grand nombre, a semblé démissionner de sa responsabilité citoyenne. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, nous nous félicitons de cela et nous pensons que la façon de dire aux politiques « stop », nous ne sommes pas d'accord, ça passe par cette capacité de se comprendre d'abord comme acteur de la vie citoyenne et d'accepter d'entrer dans ce travail qui consiste à faire sa part pour que le Togo, qui est un bien commun, puisse vraiment être profitable à nous tous. Et je crois que beaucoup de citoyens ont compris ça et c'est l'occasion de remercier les médias qui contribuent à cela et nous croyons fermement que le moment est venu où les citoyens togolais et togolaises, quel que soit leur bord, sont aujourd'hui capables de comprendre ce qui est jeu politicien et qui ne va pas permettre au pays de se relever. Et ils sont capables de dire oui ou de dire non. Ça se dit déjà. Ces oui ou ces non vont se renforcer. Et alors le pouvoir politique et le politique en général comprendra qu'on ne peut pas prétendre gouverner un peuple contre ses désirs les plus profonds, exprimés de mille manières et dans la durée. Cela choque un peu de voir chez nos acteurs politiques cette incapacité d'un sursaut patriotique, d'une volonté politique qui manifeste le désir vraiment de se consacrer pour le bien du peuple. Et ça, c'est un peu dommage de le dire, mais nous pensons aussi qu'une nouvelle génération va essayer de prendre le flambeau. Dans tous les cas, nous gardons l'espérance et notre mouvement porte ce nom, Espérance pour le Togo. Qu'est-ce cela? Vous parlez d'une nouvelle génération. Eh bien, au phare, est-ce que ce sursaut patriotique est aujourd'hui encouragé pour ne pas embrigader le peuple que tout le monde essaie de tirer vers lui? Absolument. D'abord, ma présence ici est la preuve que le phare a permis à ce que tout le monde puisse exprimer ses opinions et que tout le monde puisse évoluer, surtout sur la scène politique. Vous savez que c'est pas d'ordinaire, il n'appartient pas à un pasteur de se lever et de faire la politique. Bon, peut-être dans d'autres pays, mais au Togo, pas souvent. Donc, il y a 2-3 personnes qui faisaient la politique, mais c'était pas encouragé. Bon, donc le phare m'a encouragé personnellement et à pouvoir, sachant que peut-être moi aussi j'ai juste une petite graine de contribution, donc le phare m'a eu à m'encourager à pouvoir avancer et actuellement le phare faire des travaux chaque mois, rassembler les jeunes pour réellement transformer les mentalités en ce qui concerne la politique togolaise et surtout leur apprendre comment on peut reconstruire son pays. Parce que le pays n'est jamais né, le Togo n'est jamais né. Le Togo est toujours dans la mentalité de chaque Togolais une conglomération d'ethnies. C'est-à-dire que celui qui vient d'Anéro, il pense que celui qui vient de Palimé est différent de lui. Donc celui qui vient de Kara voit le thème différent de lui. Donc c'est comme ça. Ça, ce n'est pas une nation. Ce n'est pas encore un État-nation.
Donc il faudra que ça naisse et c'est ce que nous faisons actuellement, permettant à chaque Togolais qui s'approche de nous de réellement savoir que nous avons un droit de vivre et de vivre comme les autres et mieux encore. C'est cela. Merci, pasteur. Alors, Père Pierre Charnet, notre temps est pratiquement arrivé à sa fin. Votre mot pour la fin. Je voudrais d'abord remercier pour l'invitation et pour le temps que vous nous avez accordé pour communiquer avec nos concitoyens. Saluer avec beaucoup de respect son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'ensemble des autorités, leur demander humblement de penser à ce peuple, d'arrêter de penser d'abord à eux. Ce même message, je l'adresse à la C14 en leur disant de penser au peuple. Et cela dit, je voudrais aussi exhorter chaque citoyen togolais et togolaise, quelle que soit sa religion, son bord politique, à comprendre que notre bonheur viendrait de ce que ce pays soit debout. Et pour ça, que chacun d'entre nous puisse faire sa part en termes de bien et jamais de mal, pour que ce pays ne puisse pas connaître dans les jours qui viennent la violence, que ce pays ne puisse pas connaître dans les jours qui viennent des blocages. Et je prie parce que je suis prêtre pour que cela soit réalité et Dieu est avec nous. Révérend Père Pierre Charnel Afonio, eh bien vous êtes le coordonnateur du mouvement citoyen Espérance pour le Togo. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Pasteur, votre mot pour la fin. Je ne peux que vous remercier et remercier le peuple togolais, surtout que j'ai constaté quelque chose la dernière fois dans les manifestations. Les manifestations étaient dépouillées d'injures, d'insultes, comme il fut entre-temps. Donc ça a été quelque chose qui personnellement m'a émerveillé. Donc on peut faire la politique et avancer autrement, sans forcément se tuer, sans forcément se blesser, sans violence. Donc je voudrais remercier le peuple togolais pour cet effort et surtout les dirigeants de la C14, aussi bien que les dirigeants je veux parler du pouvoir. Donc là où nous sommes maintenant, mon mot le plus important, c'est de savoir que là où nous sommes assez ronis. Il faut qu'on fasse quelque chose qui va rehausser la tête du Togolais. Actuellement, notre passeport nous fait honte à cause de ce qui se passe dans notre pays. Mais si quelque chose sera fait, ça viendra de ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Donc que chacun prenne sa responsabilité. Nous luttons, nous avançons et nous allons atteindre le but. Du courage seulement. Merci. Eh bien, pasteur Johannes Bavon, vous êtes le secrétaire général du phare, le Front des architectes pour la République. Je rappelle également que vous faites partie d'un groupe d'experts à caractère international, Megamaen, et vous mettez donc à disposition des acteurs de l'éducation, aussi des apprenants, des guides, en fait, des dimensions sur lesquelles nous aurons le temps de revenir ici. Il est possible d'éduquer sans violence comme de faire la politique sans violence. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Vous avez partagé ce temps avec nous. Restez toujours sur la radio-télévision d'État Santé. Nous aurons encore l'occasion de revenir avec des experts sur des questions politiques et aussi éducatives sur cette même chaîne. À très bientôt. Merci, Père. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, mon ami.